Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai casse-tête, un défi que toutes les équipes produits connaissent par cœur, la priorisation des fonctionnalités. C'est un peu un art, un peu une science, en tout cas, c'est l'étape cruciale pour décider sur quoi on va bosser. Et on va commencer direct par une question qui pique un peu. Est-ce que nos équipes construisent les bonnes fonctionnalités ou est-ce qu'elles sont juste occupées à en construire? Parce que franchement, il y a un monde entre être occupé et être vraiment efficace. Le but du jeu, ce n'est pas de sortir le plus de features possible, mais bien de livrer celles qui ont de la valeur, celles qui comptent. Imaginez un peu la grosse fonctionnalité super complexe que personne n'utilise face à la petite modif toute simple qui fait gagner 10% de temps à tout le monde. Le choix est vite fait, non? Et voilà, c'est exactement là que ça coince. D'un côté, on a des ressources qui sont par définition limitées. Le temps, l'argent, l'énergie de l'équipe, tout ça n'est pas infini. Et de l'autre, on a une avalanche de demandes qui, elles, sont infinies. Ça vient des utilisateurs, des commerciaux, de la direction, de partout. Du coup, on n'a pas le choix. Il faut prioriser. Le problème, c'est que sans un système, sans une méthode claire, ce conflit mène tout droit au chaos. Et là, les décisions se prennent, un peu au doigt mouillé. C'est celui qui crie le plus fort qui gagne, ou alors on traite la dernière urgence arrivée par mail, ou on y va à l'instinct. On a tous déjà vécu ça. Et c'est ça, le vrai coût d'une mauvaise priorisation. On finit par tomber dans le piège de ce qu'on appelle l'usine à fonctionnalité. C'est terrible. On livre encore, mais l'impact, lui, il est où? Le vrai danger, c'est qu'on passe un temps fou à polir des solutions, à optimiser des trucs, sans jamais prendre le recul pour se demander « Attendez, est-ce qu'on est en train de résoudre le bon problème ?» Ok, alors comment on sort de ce pétrin? La solution, c'est de s'appuyer sur des cadres, des frameworks objectifs. Ce sont des outils qui vont nous aider à structurer la discussion, à mettre des chiffres et des données sur la table, et au final, à prendre des décisions beaucoup plus logiques et transparentes pour tout le monde. Allez, parlons d'un des plus connus, le modèle RICE. R-I-C-E. On va décortiquer ça ensemble. On commence par le R pour reach, c'est-à-dire la portée. Là, la question est super simple. Cette fonctionnalité, elle va toucher combien de personnes? Sur une période donnée, par exemple le prochain trimestre. C'est juste pour mesurer l'ampleur du truc. Après le R, on a le I pour impact. Parce que toucher plein de monde, c'est bien, mais si ça ne change rien pour eux, ça ne sert à rien. Donc l'impact, c'est à quel point on va vraiment améliorer leur quotidien ou atteindre notre objectif. Pour se faire une idée, on utilise souvent une petite échelle, toute bête, genre de 0,25 pour un impact quasi nul jusqu'à 3 pour un truc qui change la vie. Ensuite, le C pour confidence, la confiance. Ah, celui-là, il est super important. Il nous force à être un peu honnête avec nous-mêmes. La question, c'est, nos estimations de portée et d'impact, elles sortent d'où? Est-ce qu'on a des vraies données pour les soutenir ou est-ce que c'est juste une intuition, un feeling? On met un pourcentage et ça, croyez-moi, ça calme un peu les ardeurs et l'enthousiasme débordant. Et on termine avec le E pour effort. Bon, là c'est simple, c'est le coût. Combien de temps ça va nous prendre? Combien de ressources de l'équipe? On peut le mesurer en personnes-mois, en sprints, peu importe. C'est ce qui va venir en bas de la fraction, dans notre calcul. Donc logiquement, plus l'effort est grand, plus le score final de priorité sera petit. Et voilà, on a toutes nos pièces. La formule magique, c'est portée fois impact fois confiance, le tout divisé par l'effort. Et là, ce qui était un débat sans fin, purement subjectif, basé sur des opinions, ça se transforme en un score, un chiffre, objectif. Et d'un coup, c'est beaucoup plus simple de classer les idées de manière rationnelle. Ok, un autre outil super pratique et encore plus visuel, la fameuse matrice impact versus effort. Celle-là, elle est géniale pour faire un premier tri rapide. On a deux axes, l'impact et l'effort, et on place nos idées dans les 4 cases. Forcément, ce qu'on cherche en premier, ce sont les gains rapides en haut à gauche. Gros impact, peu d'effort. Et à l'inverse, l'outil nous aide surtout à identifier les pertes de temps en bas à droite, pour les écarter tout de suite. Ce qui est vraiment intéressant avec cette matrice, c'est son côté stratégique. Elle nous aide à trouver le bon équilibre entre le court terme et le long terme. On commence par les gains rapides pour livrer de la valeur tout de suite, ça met tout le monde en confiance. Et ça nous donne l'oxygène nécessaire pour planifier plus tranquillement les projets majeurs, ceux qui demandent plus d'efforts mais qui sont essentiels pour l'avenir. Évidemment, RICE et la matrice impact/effort, ce n'est que le début. Il y a toute une boîte à outils qui existe. On a par exemple la méthode Moscou, Must, Should, Could, Want, qui est top pour définir le périmètre d'une livraison. Il y a aussi le modèle de Kano pour aller plus loin et comprendre ce qui va juste satisfaire l'utilisateur de ce qui va carrément l'enchanter. Et puis pour les très gros backlogs, il y a même maintenant des outils d'IA qui peuvent aider à faire le tri et prédire l'impact. Mais attention, un petit avertissement. Les outils, c'est bien, mais ce n'est qu'une partie de la solution. Ce n'est pas parce qu'on a le meilleur marteau du monde qu'on devient un bon charpentier. Ce qui compte vraiment, c'est le processus et la culture qu'on met en place autour de ces outils. Et ça nous amène à une distinction qui est fondamentale. L'espace du problème contre l'espace de la solution. Trop souvent,
les équipes sautent à pieds joints dans l'espace de la solution. On imagine des fonctionnalités, des boutons, des interfaces, alors que la vraie valeur, elle se crée bien avant, dans l'espace du problème, en comprenant vraiment le besoin de l'utilisateur. Tous les frameworks dont on a parlé sont 1000 fois plus efficaces quand on les applique à des problèmes bien définis, pas une simple liste d'idées de solutions. En gros, il faut prioriser le pourquoi avant même de penser au comment. Et ça veut dire que la priorisation, ce n'est pas le job d'une seule personne dans son coin. Surtout pas. C'est un sport d'équipe. Il faut absolument appliquer tout le monde dès le début. Les développeurs, les designers, mais aussi les commerciaux, le support client. C'est comme ça qu'on obtient une vision à 360 degrés du sujet. Et le résultat, il est immédiat. On a des estimations bien plus justes, des décisions qui sont comprises et acceptées par tous, et surtout, une équipe entière qui rame dans la même direction. Dernier point, et non des moindres. Il faut absolument se sortir de la tête que la priorisation, c'est un truc qu'on fait une fois tous les 6 mois, et puis c'est fini. Non, c'est un processus vivant, continu. Et ça doit se voir dans la feuille de route, qui doit elle aussi être vivante et dynamique. D'ailleurs, cette citation résume parfaitement le problème. Si la roadmap ressemble à un planning de livraison, avec des dates fixes pour chaque fonctionnalité, c'est un symptôme. Le symptôme qu'on est retombé dans l'usine à fonctionnalité. Ce genre de roadmap, elle fiche tout. Elle nous enferme dans des solutions et nous empêche d'apprendre et de nous adapter en cours de route. Alors pour éviter ça, la clé, c'est de mettre en place des rituels. Il faut penser au backlog produit comme à un jardin. On ne le plante pas une fois pour l'abandonner. Non, on l'entretient. On arrose, on enlève les mauvaises herbes. Il faut faire des revues régulières, chaque mois ou chaque trimestre, pour s'assurer qu'il ne devient pas un cimetière de vieilles idées. Ça permet de tout réévaluer avec les dernières données, les derniers changements de stratégie et de garder le cap. Du coup, une roadmap moderne, ça ressemble plutôt à ça. Ce n'est plus une liste de fonctionnalités avec des dates en face. C'est plutôt une déclaration d'intention. On y met les problèmes qu'on veut résoudre, les objectifs qu'on veut atteindre. Et on laisse l'équipe trouver les meilleures solutions pour y arriver. C'est un changement de philosophie complet. Et en fin de compte, c'est ça le vrai changement de mentalité. Le but, ce n'est pas d'avoir un plan parfait qui prédit l'avenir sur 12 mois. C'est tout simplement impossible. Non, le vrai but, c'est de construire un processus. Un processus solide, collaboratif, qui s'appuie sur des preuves et qui donne à l'équipe les moyens de naviguer dans le brouillard, de gérer l'incertitude et de s'adapter en permanence. Et pour finir, je vous laisse avec cette question. C'est une question que chaque équipe devrait se poser, si possible tous les matins. Est-ce que les priorités du jour nous rapprochent de la valeur ou est-ce qu'elles nous enferment un peu plus dans cette fameuse usine à fonctionnalité? Parce que la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à très bientôt.